Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Amérique et Caraïbes. Bolivie. L'Escuela Nacional de Teatro à Santa Cruz, ou la naissance des métiers du théâtre en Bolivie. Muriel Roland. Comédienne, metteur en scène, pédagogue du théâtre. Cofondatrice de l'ENT, doctorante à l'Université Paris 8. À l'heure où l'esprit des autoroutes a colonisé l'horizon de notre vocabulaire jusque dans les tréfonds des arts du spectacle, y compris des autrefois plus mineurs d'entre eux, cirque, art de la rue, marionnettes, etc., avec ses grandes programmatiques, ses artistes repérés, émergents, ses créateurs, ses pépinières d'excellence, ses opérateurs artistiques, ses cohérences de programmation, ses lieux à identité forte propices au rayonnement, nous pourrions écrire que nous avons créé l'Escuela Nacional de Teatro suite à une étude des besoins en formation, du marché des arts vivants et du spectacle à l'échelle locale, de la validité de ce projet en termes de débouchés, ceci nous ayant permis d'élaborer un projet d'établissement cohérent. Nous pourrions parler de notre objectif de préparer des artistes d'excellence dans un pays souffrant d'une carence de formation professionnelle artistique, ainsi que d'un manque d'infrastructures nécessaires à la mise en place d'une véritable politique culturelle ambitieuse, de qualité et d'envergure. Nous pourrions ajouter qu'après 11 ans d'existence, il serait maintenant temps de procéder à un bilan, avec une évaluation quantitative et qualitative de la réalisation des objectifs initiaux au regard des indicateurs choisis, nombre d'élèves formés, nombre de professionnels insérés dans le marché du travail, nombre de filles et de garçons, évolution du paysage théâtral bolivien, etc. Mais avec une telle langue, monumentale et invasive, qui, outre l'illusion qu'elle procure d'une genèse de la culture, voire de la contre-culture, par les politiques et institutions culturelles, les artistes devant se contenter de créer et de transmettre dans le cadre des cases ainsi posées, on ne rate pas seulement une grande partie du réel, on le brutalise, voire on le stérilise. En effet, il se trouve que la plupart des aventures théâtrales fécondes ne nous racontent pas autre chose que l'histoire de cheminements singuliers, organisés autour du désir de micro-groupes et ou de personnalités puissantes, au point de convergence de longues traditions de creusets métissés dans des métiers qui, loin des autoroutes, des carrières et autres pouvoirs, empruntent ou même tracent des sentiers buissonniers. Caminante, Noé Camino, El Camino se hace al andar, écrit Machado. Si la création de l'ENT par une compagnie indépendante française, pas même conventionnée, fait figure de folie, et si, bien qu'ayant à négocier en permanence son existence avec les injonctions pressantes du temps, elle réussit depuis 11 ans à garder le cap de son dessein poétique, politique et philosophique, devenant un poumon pour ceux qui pensent que la formation n'est pas la construction d'une personne conforme à nos projections sociales d'aujourd'hui, mais plutôt un lieu où l'on peut acquérir des outils et la puissance des apostrophes. Être nécessaire pour prendre sa part à l'invention du monde, c'est parce que nous ne formons pas à l'ENT des artistes pour répondre au casting de l'industrie culturelle, ni des programmations culturelles, ni pour candidater à des postes, inexistants de toute façon en Bolivie, mais que nous essayons de susciter chez des artistes créateurs de leur propre mode de production, cette confiance qui faisait dire à Rimbaud, la poésie ne rythmera pas l'action, elle sera en avant. Et pourtant, l'aventure est en dur. Un théâtre de 500 places, un cursus validé par un diplôme universitaire et, finalement, après 11 ans, une véritable métamorphose du paysage théâtral du pays, et le tout au plan 3000, un quartier périphérique et extrêmement pauvre de Santa Cruz, la capitale économique de la Bolivie. La création de l'ENT est de l'ordre des aventures mineures, autopoétiques, artisanales, en constant devenir. Ceci étant posé, on comprendra alors pourquoi relater une aventure comme celle de la création de l'ENT, entre dépliement et déploiement des origines toujours métisses, entre vécu personnel et collectif, vision sociale et politique, rencontres humaines et artistiques, interaction avec un environnement tissé d'opportunités et d'obstacles modelant dans un mouvement constant la forme particulière de l'enseignement qui y est dispensé, s'accommode très mal des apostrophes. Un langage autoroutier et préférera la forme souple du récit. Récit de nos parcours personnels qui nous ont conduits à donner sa forme spécifique à notre compagnie de théâtre, la compagnie Sourou. Récit de la genèse de l'ENT à partir de la force d'expérience que nous a donnée cette vie artistique de compagnie Saxifrage, en regard de toutes les stratégies qu'il nous a fallu mettre en œuvre pour faire de ce rêve réalité. Parcours artistique.
Marcos Malavia a commencé très jeune le théâtre, d'abord avec les curés, dans sa ville natale d'Oruro, centre minier de l'altiplano bolivien, avant de commencer à réaliser ses propres mises en scène, dont une à 17 ans, El Tunnel, qui a beaucoup marqué le théâtre bolivien, d'après ce qu'en disent les gens là-bas. Il a beaucoup travaillé sous l'égide de Liber Forti, grande figure du théâtre syndical et militant, décédé l'an dernier à l'âge de 95 ans, qui le considérait comme l'un de ses principaux disciples. C'est d'ailleurs à ses aventures avec ce dernier qu'il doit son exil vers le Chili, suite à des représentations de l'enterrement de la démocratie, dans les rues d'Oruro, lors du coup d'État de Garcia Meza en 1980. Forcé à 19 ans de s'enfuir, Liber Forti arrêté dans les locaux de la COB, centrale ouvrière bolivienne, Marcos a alors pris le chemin du Chili, autre dictature, mais qui avait un immense avantage pour les exilés boliviens. En effet, les deux nations ayant rompu tout lien diplomatique, on ne risquait pas, sitôt débarqué au Chili, de se faire rapatrier manu militari comme c'était le cas avec l'Argentine. Au Chili, Marcos a étudié la chorégraphie à l'université et travaillé sur les scènes chiliennes, notamment avec l'auteur et metteur en scène Ramón Grifo qui débutait dans son pays après 3 années d'études théâtrales en Belgique. Après 3 ans, Marcos est envoyé in extremis en France, avec une bourse obtenue par Claire Duhamel, alors attachée culturelle à l'ambassade de France au Chili, suite aux menaces politiques que lui faisait encourir un spectacle intitulé Juan Cutipa se muere, lequel, sans parole, avait échappé à la censure préalable, mais dont les autorités s'étaient ensuite aperçues qu'il était plus subversif qu'il n'y paraissait. C'est ainsi que Marcos a débarqué un jour d'octobre 1983 chez Jean-Louis Barrault, qui, après lui avoir fait savoir qu'il n'avait pas d'école, l'a envoyé étudier chez son petit frère, Marcel Marceau, comme il l'appelait, tout en l'embauchant comme ouvreur au Théâtre du Rond-Point pendant ses 3 années d'études à l'École internationale de mimodrame de Paris Marcel Marceau, avant de lui permettre d'y faire tous les métiers du théâtre, technique, assistanat à la mise en scène, à l'issue de ses études. Après quoi, Marcos fut assistant à la mise en scène à l'opéra, puis auprès d'Alfredo Aria au CDN d'Aubervilliers, avant de co-créer en 1990 la compagnie Sourou. Pour ma part, j'ai été très influencé dans mes choix théâtraux par mon grand-père maternel, horloger de profession, résistant, syndicaliste, militant dans l'âme, qui était également comédien fantaisiste, clown, accordéoniste. Il avait toujours une création sur la planche, de quoi noter ses idées sur le coin de son établi, un sketch à écrire ou à répéter. Il avait un répertoire qui mêlait comiques troupiers, chansons réalistes, pièces politiques d'actualité. Mon père également, issu de la petite paysannerie de la Bresse bourguignonne, fils d'une figure importante du syndicalisme paysan alors naissant, devenu professeur d'histoire, passionné de l'architecture romane et des mouvements ouvriers et paysans, me racontait comment il avait découvert le monde à travers la grande aventure de la décentralisation et de l'éducation populaire, en partant jeune homme avec les séméas en mobilette de sa Bresse natale à Avignon pour des rencontres avec des artistes, Jean Dasté, Jean Villard, Alain Cunaille, Maria Cazares, etc., et leurs créations. C'est donc tout naturellement qu'en suivant une scolarité classique, j'ai rejoint le théâtre amateur dès l'adolescence, avant de partir à 18 ans étudier à l'école Marceau, non par passion du mime que je connaissais à peine, mais parce que la simple lecture de la liste des enseignements, 4 professeurs de mime, des intervenants ponctuels étrangers, de l'art dramatique, de l'acrobatie classique et de théâtre, de la danse classique et moderne, de l'escrime sportive et de théâtre, a rejoint ma conviction profonde que ces était par la pratique d'un savoir-faire et d'une tradition du corps que j'allais acquérir ce fameux métier artisanal, qui me semblait essentiel pour quiconque se destinait à la scène. C'est à l'école Marceau que j'ai rencontré Anne Sicot, qui y enseignait, et que j'ai continué ma formation encore 2 ans auprès d'elle lors de la création de son centre de création et formation L'Œil du Silence, dans le Lot. Après quoi, je suis rentré à Paris, où nous avons créé la compagnie Sourou avec Marcos, sans que je cesse d'étudier et d'intégrer le chant, l'énergétique chinoise et le yoga à ma pratique artistique et pédagogique. Voici donc où nous en étions en 1990. Nos inquiétudes et préoccupations communes sont devenues les axes de la compagnie Sourou, au sein de laquelle nous avons presque exclusivement travaillé depuis, et dont nous avons fait la structure protéiforme et autopoïétique à laquelle nous avons donné la forme de nos désirs, de nos besoins artistiques et poétiques, de notre engagement,
et que nous pourrions décrire à travers les 5 axes suivants. 1. La création. 30 créations entre 1990 et 2015, essentiellement d'auteurs d'aujourd'hui, en recherche permanente autour de l'articulation entre notre tradition théâtrale et les écritures contemporaines. C'est en effet dans cette articulation, à notre sens, que se joue la possibilité pour les écritures les plus exigeantes et les voix contemporaines les plus singulières, d'être transmises à un public populaire. Nous n'avons jamais réalisé ces créations comme de pure production, mais plutôt à la façon d'un artisanat, c'est-à-dire dans un processus d'auto-engendrement réciproque permanente entre pratique, recherche, théorie, transposition de savoir-faire et de principes issus d'autres disciplines, artistiques ou non. 2. Le travail de proximité. Dès les débuts de la compagnie, en 1990, nous avons toujours pris soin de nous enraciner dans le territoire où nous nous trouvions. C'est ainsi que nous pratiquons la création à Bagneux avec toutes sortes de publics, dans toutes sortes de situations. Ateliers de formation et de création amateurs, travail d'écriture et de création avec des habitants, avec des apprenants en langue française, projets pour accompagner des opérations de renouvellement urbain ou des événements populaires, etc. Les 2 projets en cours, à titre d'exemple, sont les suivants. Création et tournée du spectacle de théâtre musical Souvenir Saxifrage pour demain, avec un groupe d'habitants dont la plupart sont d'origine étrangère et suivent des cours d'alphabétisation, sur la mémoire de Bagneux à travers le recueil du récit de vie d'une balnéolaise et le texte de la philosophe Marie-Josée Monzin, Saxifraga Politica. La tour à parole, atelier d'écriture dans une tour vouée à la démolition conséquemment à l'arrivée du métro, édition d'un livre, création d'un spectacle. Ce travail a une grande influence sur notre esthétique et notre pédagogie, par la confrontation à des réalités que la seule fréquentation du milieu culturel et artistique n'aurait pas permises. C'est ce travail qui a également rendu possible l'implantation d'un festival de théâtre contemporain dans une banlieue très populaire, par la confiance d'une population que nous rencontrons au cours de ces aventures humaines et créatives très fortes. 3. La diffusion des écritures d'aujourd'hui auprès d'un public que le théâtre ne va souvent pas chercher, avec la création du festival Auteurs en Actes, qui compte 18 éditions réalisées à ce jour. 4. Le travail avec le monde médical, à travers une longue collaboration avec des praticiens liés à l'éducation thérapeutique, des interventions dans des séminaires, la création et la réalisation régulière de sessions de théâtre du vécu dans divers hôpitaux, avec une convention d'intervention régulière à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ce travail nous a permis, et continue de nous permettre, de mener une réflexion approfondie sur la puissance clinique du théâtre. 5. La passion de la transmission et de la pédagogie de l'acteur en direction de publics divers, qu'ils soient professionnels, futurs professionnels ou amateurs, dans un souci de recherche notamment sur les bénéfices de l'intégration des techniques traditionnelles dans le travail d'acteur. Clown, mime, pantomime, chant lyrique et réaliste, pratiques énergétiques telles le Qigong, l'acupuncture, le yoga, la méditation. Bien sûr, il nous semble impossible de ne pas mentionner ici quelques-unes des rencontres et des collaborations essentielles qui nous ont permis de mener cette aventure de compagnie. Rencontre avec Valérie Foury, jeune technicienne et comédienne avignonnaise qui hébergea notre première aventure avignonnaise décidée au pied levé. Avec Éric Priano, jeune cinéaste, scénographe, technicien, qui nous accueillit en 1991 au Théâtre des Sources, appartenant à la Fédération des œuvres laïques où il travaillait alors, tous 2 membres fondateurs de la compagnie Sourou et continuant fidèlement à faire partie de toutes nos aventures. C'est avec eux qu'est né Auteurs en Actes, d'abord mini-festival d'auteurs vivants au sein du Off d'Avignon, né de notre préoccupation pour le sort des compagnies de création, qui se ruinaient dans des locations onéreuses au Festival d'Avignon, et du sort des auteurs d'aujourd'hui, très peu joués à l'époque, puis vrai festival pendant 10 ans à l'Île-sur-la-Sorgue, grâce à une autre rencontre avec l'adjoint à la culture éclairée de l'époque, Yves Barrière, puis continuation à Bagneux où le festival Auteurs en Actes continue avoir lieu depuis 8 ans maintenant. Rencontre avec Jean-Philippe Assal, créateur, certains disent pape, de l'éducation thérapeutique en Europe, avec qui nous avons noué un travail important entre médecine et théâtre, théâtre du vécu, que nous poursuivons aujourd'hui notamment à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Rencontre enfin avec Jean Gilibert, qui a tant influencé notre esthétique et notre façon d'enseigner.
La création de l'ENT, Escuela Nacional de Teatro à Santa Cruz, Bolivie. C'est ce travail de création, de recherche, de pédagogie, en lien constant avec notre expérience artistique et sociale, qui a trouvé en 2004 un terrain où il a pu s'épanouir dans une sorte de synthèse par la création de l'ENT, Escuela Nacional de Teatro, École nationale de théâtre de Santa Cruz, Bolivie, qui est la première formation professionnelle de théâtre dans ce pays. À partir de 1995, nous sommes allés chaque année faire des créations et des stages en Bolivie. C'est à l'occasion de ces voyages que nous avons fomenté le projet de cette école, en constatant à quel point le désir de théâtre était fort dans le pays, mais la formation au métier quasi inexistante. L'autre paramètre qui a guidé dès l'origine notre recherche progressive et en pointillé, c'est-à-dire en poursuivant nos autres activités, était la question de l'accessibilité financière. Dans un pays où de nombreux jeunes participent à l'économie de leur famille, sont scolarisés en soirée pour pouvoir travailler la journée et ne peuvent en aucun cas payer des frais pédagogiques élevés, il nous paraissait primordial que la formation soit accessible à tous. En effet, les Boliviens aisés ne sont pas ceux qui ont le plus besoin d'une école puisque leur niveau de vie leur permet de s'exiler pour se payer les excellentes mais onéreuses formations chiliennes, argentines ou même mexicaines. Et pour une formation en théâtre, c'est-à-dire un cursus très risqué financièrement pour les étudiants, et encore plus dans un pays où tout est à construire au niveau des droits des artistes, des aides publiques à la création, etc. Quelle famille aurait accepté d'investir une somme importante ou un emprunt pour si peu de sécurité en matière de débouchés? Nous aurions pu ouvrir dès 2000 un cursus à La Paz, mais l'université posait la condition d'un cursus payant. C'est pourquoi nous avons continué notre recherche. Finalement, c'est Cecilia Kenning, une des responsables d'APAC, qui nous a dit un jour: vous devriez aller voir El Padre Castellanos, de la Fondation Hombres Nuevos. Quand Marcos Malavia l'a rencontré, on pourrait presque dire que le miracle a immédiatement eu lieu. Il s'est tout de suite montré enthousiaste à l'idée de fonder une école de théâtre dans le giron de sa fondation, au cœur du Plan 3000. Il nous a offert un emplacement au sein de la Ciudad de la Alegría, Cité de la Joie, un complexe comprenant une ludothèque, un gymnase, des résidences pour volontaires, l'université de tourisme et informatique et une piscine. Il a récolté des fonds, notamment auprès de la Comunidad de Valencia, région de Valence en Espagne, et après un stage de préfiguration en 2003, une année d'enseignement dans les locaux de la faculté voisine et parfois en plein air pour les cours d'acrobatie, pendant que le chantier de l'ENT battait son plein. Nous avons pu intégrer un bâtiment sur un terrain 2000 m², comprenant un théâtre de 500 places, des salles de cours, des bureaux et une résidence universitaire pour les étudiants venant des provinces. Ensuite, c'est l'Universidad Boliviana San Pablo qui nous a offert El Teco Académico, toit académique, nous permettant la délivrance d'un diplôme universitaire de technico supérieur en 3 ans et d'une licenciatura, correspondant au Master 1 en 4 ans. Ensuite, la compagnie Sourou a pris le relais pour assurer le fonctionnement et la direction artistique et pédagogique de l'école, la formation des équipes pédagogiques et administratives et entretien des bâtiments, appuyé par une équipe permanente bolivienne, très engagée, totalement dévouée au projet, militante, pourrions-nous dire, constituée actuellement de Lorena Rodriguez, directrice administrative, Zulma Abila, assistante, Zulema Tamayo, secrétaire, Antonio Peredo, directeur des études, à laquelle nous pourrions ajouter tous ceux qui y travaillent régulièrement. Nous ne cessons jamais, à la compagnie Sourou, notre recherche de fonds et de partenariats, tant en Bolivie qu'en France et en Espagne, pour le fonctionnement de l'école, et notamment le paiement de l'équipe permanente de professeurs, de techniciens et d'administrateurs. Ces aides nous permettent également d'être la seule formation qualifiante en art de la scène d'Amérique latine, dont tous les étudiants modestes sont boursiers, ce qui représente 80% des élèves. Pour certains particulièrement démunis, nous avons même mis en place une aide pour le transport, l'hébergement et la nourriture. Quant aux élèves plus riches, ils paient un tarif tout à fait raisonnable de $50 par mois, et ils se déplacent pour venir étudier dans un quartier où ils n'auraient sinon jamais mis les pieds, pour travailler avec des camarades qu'ils n'auraient sans cela jamais rencontrés. Ces financements de fonctionnement de l'ENT ne sont pas pérennes.
Ils sont liés à des projets spécifiques. L'un de nos financeurs les plus fidèles est la fondation espagnole Repsol. Sinon, l'AECI Coopération espagnole nous a aidés sur certaines actions, ainsi que la coopération hollandaise. L'Alliance française nous offre à prix bas des cours de français, l'Institut français nous aide sur la venue de certains metteurs en scène. Et depuis 1 an enfin, la mairie de Santa Cruz et la Gobernación préfecture nous versent de petites subventions, mais qui n'ont rien d'automatiquement reconductible, loin de là. La compagnie aérienne Air Europa nous aide également depuis cette année, sur les billets d'avion. Par ailleurs, nous avons une convention avec la RESAD, Real Escuela Superior de Arte Dramatica, de Madrid et la Escola do Palo de San Paulo au Brésil qui nous envoie chaque année des artistes pendant 1 mois sur un thème spécifique, montage d'une œuvre, artistes dont les salaires sont à leur charge. Nous avons récemment signé une convention de partenariat avec le département théâtre de l'Université Paris 8, dont nous attendons beaucoup, pour éventuellement nous aider par la venue de professeurs, ou permettre à certains de nos étudiants de poursuivre leurs études en Master 2, voire en doctorat, et avec l'ENSAT de Lyon, qui va nous aider à mettre en place dès 2016 le cursus de technique lumière et son, avant ceux de scénographie et costume. Mais rien n'aurait été possible sans l'extrême générosité des artistes et des techniciens qui sont venus et continuent de venir enseigner et mettre en scène, très souvent à titre gracieux. Duccio Bellugi, Bernard Bloch, Philippe Bluch, Mauricio Durosier, Valérie Foury, Alain Giraud. Régis Sebet, Mathias Langhoff, Susanna Lastretto, Arlette Namian, Alfonso Pindado, Éric Priano, Jesús Salgado, Moïse Touré, Luis Miguel González Cruz, Jean-Paul Wenzel. En 2014, Jean-Paul Wenzel et Arlette Namian ont produit un spectacle, La Brújula del Chaco, Les Égarés du Chaco, d'après une nouvelle du franco-bolivien Costa Durel, avec AMASUNU, troupe permanente de l'ENT nouvellement créée. Après une tournée bolivienne, ils ont joué 1 mois au Théâtre du Soleil en septembre-octobre 2014, avant une tournée à Madrid, à la RESAD, à Genève, Théâtre Saint-Gervais, et à Lyon, Théâtre de l'ENSAT, suite à quoi nous avons pu établir les prémices d'un partenariat en vue d'ouvrir un cursus de régisseurs et de techniciens. Au moment où j'écris ces lignes, Philippe Bluch et Alain Giraud de l'ENSAT sont en train de former des formateurs pour lancer ce nouveau cursus dès 2016, formation qui fait cruellement défaut dans le pays, dans un environnement qui voit la naissance de nombreuses nouvelles troupes, issues notamment de l'ENT, et au vu des nombreuses plaintes quant à la prise en charge technique des compagnies programmées lors du dernier Festival international de Santa Cruz. Concernant la compagnie Suru, l'ENT représente un engagement important, tant financièrement qu'en matière d'organisation de cursus, d'heures d'enseignement, de temps de recherche de financement. Nous espérons que les autorités boliviennes prendront peu à peu la mesure de ce que signifie cette formation, afin d'enfin prendre à leur charge le fonctionnement et le paiement des professeurs et des équipes administratives, mais nous sommes encore loin de cette prise de conscience de la réalité des besoins en matière de formation artistique. Le contenu de l'enseignement. Nous avons beaucoup réfléchi sur l'élaboration du cursus, beaucoup écouté les diagnostics et conseils, notamment de Liber Forti, Mathias Langhoff et Jean-Paul Wenzel, qui furent de précieux conseils sur des orientations pédagogiques, suite à leurs propres expériences pédagogiques en France, à Rennes, Strasbourg, à l'ENSAT comme en Bolivie. Nous avons mis ensemble au point un programme qui donne une solide formation technique et théorique aux élèves, favorisant vraiment la création collective, et qui aborde tous les métiers du théâtre, auteurs, metteurs en scène, acteurs et bientôt techniciens, afin qu'il se crée un vrai mouvement de compagnie en Bolivie qui puisse se développer sur tout le territoire, ce qui est en train de se produire et qu'a reconnu en 2014 le Sénat bolivien par un décret de reconnaissance de l'ENT. Concernant le programme, les élèves ont des cours réguliers d'art dramatique, de biodynamique, d'acrobatie, de Qigong et Tai Chi Chuan, de yoga, de kung-fu, de chant et voix, de rythme, de danse classique contemporaine et traditionnelle bolivienne, d'histoire de l'art, de dramaturgie, de pédagogie. Marcos Malavia enseigne le clown, le masque, la biodynamique, et réalise régulièrement des mises en scène avec les étudiants. J'enseigne pour ma part le théâtre gestuel, en lien avec l'énergétique et la méditation Chan, l'interprétation, et je supervise les projets de mise en scène des étudiants de 3e année.
Ils ont aussi des séminaires avec d'autres professeurs, étrangers ou nationaux, séminaires qui prennent des formes diverses. Création sous la direction d'un metteur en scène, atelier d'écriture dramatique, atelier théorique. En plus du cursus régulier, les élèves ont pu bénéficier de séminaires et de mise en scène de Jean-Paul Wenzel et Arlette Namian, Mathias Langoff, Régis Ebet, Susana Lastretto, Moïse Touré, Antonio Giannuccelli du Brésil, Luis Miguel González Cruz, Jesus Salgado, Vicente León, Ana Sala d'Espagne, Duccio Bellugi. Nous mettons l'accent sur le travail collectif, avec l'obligation en 3e année, de monter un spectacle, de la lecture du texte à son analyse, sa mise en scène et ses représentations, production comprise. Ce spectacle fait partie de l'examen de Technico Supérieur, au bout de 3 années d'études. On comprendra aisément, à la lecture de notre parcours artistique présenté ci-dessus, pourquoi nous avons orienté l'enseignement de l'ENT autour des 4 axes suivants. 1. De la pluri à la transdisciplinarité. Quand Marcos, tout frais débarqué du Chili, l'a rencontré pour la première fois, Jean-Louis Barrault lui a demandé « Tu veux être quoi ?» Marcos a répondu « Acteur ». Et Jean-Louis Barrault de renchérir « Acteur, ça ne vaut rien. Il faut être acteur quelque chose, acteur acrobate ou acteur mime, ou acteur chanteur ou acteur éclairagiste. » Nous avons éprouvé très fortement, lors de notre parcours à l'école Marceau, les bénéfices d'un enseignement pluridisciplinaire. D'abord, bien sûr, parce qu'il permet à l'acteur d'acquérir des compétences chanter, danser, jouer un combat, faire de l'acrobatie, etc. Plus qu'utile sur scène, mais surtout parce qu'une fois bien intégrés, ces divers savoir-faire enrichissent énormément l'interprétation actorale. Ainsi, par exemple, un acteur qui a travaillé le masque dispose d'une palette beaucoup plus expressive, y compris dans le jeu non masqué. C'est ainsi que l'on passe de la pluridisciplinarité à la transdisciplinarité, métissage esthétique, au sens où en parle François Laplantine, comme d'un tressage de fils dissociés hétérogènes dans la constitution d'une étoffe harmonique. Dans métissage, il y a en toute fantaisie étymologique, mais le métissage est joyeux lorsqu'il est valorisé, tissage, le travail du temps et du multiple. Le métissage contredit précisément la polarité homogène-hétérogène. Il s'offre comme une 3e voie entre la fusion totalisante de l'homogène et la fragmentation différentialiste de l'hétérogène. Cette incitation au métissage esthétique conduit à une mise en tension. Or, comme le dit François Julien, mettre en tension, c'est à quoi l'écart doit d'opérer. Intégrer l'altérité d'une pratique corporelle étrangère à mon propre corps va créer des tensions, des écarts qui au contraire de la simple différence sont féconds, car l'écart s'explore et s'exploite. Faire travailler des écarts, c'est ouvrir un espace réflexif. C'est que l'écart en même temps qu'il sépare, met en tension, met au travail ce qu'il a séparé, et qu'il est par là, exploratoire des deux côtés. Ainsi, en faisant travailler les écarts, je crée de l'antre. Créer de l'antre, c'est créer de la puissance d'être. Pour remplir l'écart entre soi-même et la technique étrangère qu'on assimile, il faut bien s'agrandir. Ce qui ne me paraît pas très éloigné de la recherche du Verfremdungseffekt de Brecht, avec sa racine fremde, signifiant étranger, et qu'on peut traduire par effet d'étrangèreté, plutôt que par effet de distanciation, comme cela est habituellement traduit en français. Cette augmentation de la puissance d'être grâce à l'écart de l'altérité avec d'autres disciplines provoque également un effet d'étrangèreté par rapport au familier, au trop familier, offrant à l'acteur des outils très forts pour déconstruire les allants de soi du jeu d'acteur coutumier, notamment du jeu télévision, que ce soit en France ou en Bolivie avec l'omniprésence des telenovelas, car l'intégration de plusieurs pratiques étrangères à son propre corps confère à l'acteur des outils de connaissance de lui-même, de conscientisation de ce qui le constituait préalablement, et de connaissance des spécificités de son art propre par une sorte de métabolisation dans le creuset du corps, et par le choix qu'il opère dans chacune des disciplines de ce qui va lui servir dans le jeu, et ce, de la même façon que les rencontres avec d'autres cultures nous poussent à interroger notre propre culture. Il s'agit donc, par la pluridisciplinarité, conduisant à la transdisciplinarité, de remettre en chantier ce soi allant de soi que chacun ne peut interroger qu'en le soumettant au travail d'une altérité métabolisée dans le creuset du corps et de la pratique. Par rapport au contexte bolivien, cet effet d'étrangèreté permet aussi d'éviter à nos étudiants la fixation identitaire dans leur parcours artistique. En effet,
Il existe dans le pays une tendance traditionnaliste de fixation des esthétiques, de folklorisation. Cette tendance forte tend à figer des identités, le plus souvent à des fins d'instrumentalisation et de clivage. Ainsi, on parle de culture originaria Kola ou Kambas, quand ces cultures recouvrent en fait une myriade de cultures métisses, en constante évolution, recouvrant des faits culturels extrêmement divers et jamais purs. L'étudiant de l'Escuela Nacional de Teatro provenant d'une culture dite originelle, Guarani, Aymara, etc. Comme celui venant d'une famille au mode de vie fortement européanisé voire américanisé, acquiert aussi cette posture d'étrangèreté à ce qui lui était auparavant trop familier, ce qui lui permet de prendre conscience de ce qui en elle est fabriqué par une idéologie et ainsi de la développer, de la prolonger dans une vision créative, c'est-à-dire aussi critique. C'est donc aussi cette pluridisciplinarité en acte, et encore, qui permet aux étudiants de n'être victimes ni de notre propre esthétique artistique par mimétisme avec leurs professeurs, ni de celle de leur propre milieu d'origine, ni des idéologies nationales préfabriquées souvent fixées et instrumentalisées à des fins clivantes. 2. La créativité à partir de l'intégration de traditions fortes. Les arts métis de Marceau, de Barrault, d'Artaud, de Jean Gilibert, tous ces maîtres qui nous ont fortement influencés dans la constitution de cette école, préconisent le contraire de la tabula rasa. François Laplantine écrit : le temps du métissage est le présent puisque constamment renouvelé, il assure la permanence des créations et des rencontres. C'est aussi en lui-même un temps métis puisqu'il accueille la jonction du passé et du futur, tension qui le constitue. En effet, il s'agit, par l'intégration et le croisement par mimétisme d'abord, de gestes traditionnels, de la danse classique, moderne, des arts martiaux, des divers styles de mime, etc., et de leur tressage les uns avec les autres ainsi qu'avec le tissage déjà présent qui constitue l'individu a priori, c'est-à-dire avant de recevoir ses enseignements, de s'en trouver métamorphosé et de pouvoir sans fin en recevoir d'autres. Ceci est le propre des arts mineurs que de ne pas opérer une tabula rasa, car ils ont besoin de l'ancrage dans la communauté, notamment parce qu'ils n'ont naturellement pas aisément accès à la médiation de l'institution. Se couper des traditions, c'est se couper de cet ancrage communautaire avec qui l'on partageait jusqu'alors du commun. Le métissage permet de vivifier, de transmuer cette tradition en la tressant à de nouveaux apports qui, par écart, vont créer cet entre dont nous parlions précédemment. Ainsi peut se dissoudre cette dichotomie entre tradition et modernité, qui a tant plombé le siècle, entre tradition désuète et création contemporaine ou d'avant-garde inaccessible au plus grand nombre. Il nous semble que la France souffre énormément de ce clivage, de cette tabula rasa, avec d'un côté des traditions folklorisées et ringardisées et de l'autre des avant-gardes innovantes et d'excellence qui ne parlent que d'elles-mêmes et pour elles-mêmes. Comme l'écrit Jean-Claude Michéa, dorénavant, pour pouvoir bénéficier du statut convoité d'homme de gauche, il faut afficher un mépris de principe pour tout ce qui porte encore la marque infamante d'hier. Le monde ténébreux des terroirs, des traditions, des préjugés, du repli sur soi ou des attachements irrationnels à des êtres et des lieux, et de manifester parallèlement sa compréhension et sa sympathie active pour toutes les évolutions de la société moderne, qu'elles soient politiques, économiques, morales ou culturelles. Si être de gauche signifie avant tout savoir vivre avec son temps, et même dans l'idéal être en avance sur lui, à la manière de l'artiste d'avant-garde ou du créateur de mode, les figures du mal et de la déraison se dégagent en effet d'elles-mêmes. Tous ceux, ontologiquement incapables d'admettre que les temps changent, qui manifesteront dans quelque domaine que ce soit un quelconque attachement ou une quelconque nostalgie pour ce qui existait encore hier trahiront ainsi un inquiétant conservatisme, ou même pour les plus impies d'entre eux une nature irrémédiablement réactionnaire. Nous-mêmes avons rencontré dans notre parcours des difficultés liées à ce dualisme qui traverse tous les domaines d'activité, et qui n'est pas étranger, nous semble-t-il, au clivage socio-dramatique qui traverse aujourd'hui la société française. Mais finalement, nous éprouvons une certaine gratitude pour ces difficultés rencontrées, car c'est grâce à cette expérience vécue au quotidien, de par nos choix, que nous avons tout fait pour éviter ce qui nous semblait un écueil à la première formation professionnelle bolivienne en théâtre, surtout pour un art qui se doit, à notre sens, plus que tout autre, aller à la rencontre de tous, et de participer à un véritable partage du sensible, selon la belle expression de Rancière, entre les humains qui partagent et co-construisent la même démocratie. La Bolivie,
riche de si belles traditions dans tous les domaines, mérite des artistes de théâtre qui sachent éviter ce dualisme et faire entendre les voix les plus singulières, les plus novatrices, en sachant les enraciner dans ces espaces communs, autopoétiquement et collectivement créés que sont les traditions. 3. L'incitation à un théâtre de recherche et de réflexion. Il nous paraît important de situer tout de suite le métier du théâtre non du côté de la production-consommation, de divertissement, même si nous enseignons ces savoir-faire traditionnels qui permettent aux artistes de maîtriser des outils, qui permettent le plaisir esthétique du public, mais d'un théâtre sans cesse en recherche, qui réinvente son métier et son art au fur et à mesure qu'il se fait, dans un lien permanent entre pratique et théorie. D'où l'importance que nous donnons, à l'ENT, au travail théorique, d'écriture et d'analyse des élèves, journal de création, mémoire de recherche, analyse dramaturgique poussée, etc., et au travail de recherche in vivo dans la création. 4. La création en collectif, et l'incitation à la création d'un théâtre de troupe. Les élèves de 3e année, par groupe entre 5 et 9, selon le partage de toute la classe en 2 ou 3 groupes et le nombre d'élèves de la promotion, doivent créer dans l'année un spectacle, du choix de la pièce jusqu'à sa réalisation, y compris la production, avec une petite tournée de représentation en dehors de l'école. Bien sûr, nous supervisons ce travail pour les aider dans leurs premiers pas de metteur en scène, producteur, acteur de troupe. Mais ce travail en troupe autonome leur apprend à travailler en collectif et à s'autonomiser avant de quitter l'ENT, car à la sortie, les angoisses économiques sont si fortes qu'il vaut mieux être déjà passé par l'épreuve du feu et les affres des angoisses de la création collective dans le milieu plus protégé qu'est l'école. Surtout pour une première création, souvent très anxiogène, source de conflits interindividuels, mais que les élèves ne peuvent fuir sous aucun prétexte puisqu'ils sont obligés pour leur diplôme, de réaliser cette création jusqu'au bout, c'est-à-dire de rester dans le navire jusqu'à la fin. Ce travail nous permet ainsi de semer une conception politique et poétique du théâtre, qui me semble essentielle à son développement humain et artistique dans la société bolivienne. Il nous permet aussi de sentir la force de laboratoire anthropologique qu'est le théâtre. En effet, si nous mettons le collectif d'artistes au centre, se posent des questions du genre. Comment adapter une pièce sans la trahir avec une distribution qui ne correspond pas au nombre et au sexe des gens de la troupe ? Comment mettre en scène en s'adaptant aux moyens financiers, et notamment envisager dès le début que le décor tienne dans les bagages de comédiens pour qu'ils puissent circuler en bus ? Comment rendre accessible une pièce au public populaire ou l'adapter au contexte bolivien, pour intéresser les gens sans relâcher sur le sens profond et la complexité ? Comment articuler le groupe et trouver des modes de gouvernance pour que chaque individu y trouve son compte ? Comment ne pas se laisser arrêter par le manque de moyens financiers et trouver des substituts, etc. C'est donc vraiment une expérience initiatique marquante, qui leur permet de concevoir collectivement leur futur artistique. Ceci provoque d'ailleurs l'effet escompté, puisque de nombreuses promotions sorties de l'école conçoivent effectivement leur travail en collectif, ce qui est d'autant plus important que la Bolivie est un pays où tout est à créer. Plusieurs compagnies sont dans des aventures de création et d'implantation dans les provinces, s'invitent entre elles, travaillent sur des œuvres qui interrogent le politique. En guide de conclusion provisoire. Après 11 ans d'existence, l'ENT est encore une très jeune école, et ceci bien qu'elle ait généré un très fort développement du théâtre bolivien. Nous espérons très fort, dans les prochaines années, développer notre partenariat avec l'ENSAT afin de continuer sur notre lancée le développement de la formation à d'autres métiers du théâtre, tels la scénographie et le costume, après le cursus pour les techniciens son et lumière qui ouvrira dès 2016. Ensuite, nous espérons également que les gens de théâtre se mobiliseront de plus en plus pour créer une véritable prise de conscience des autorités et de la société bolivienne dans son ensemble, par des actions solidaires et fortes, comme le font déjà ici de nombreuses corporations et métiers. Un syndicat de la profession a été créé, quelques batailles ont eu lieu, mais le chemin reste ouvert, un chemin prometteur devant l'enthousiasme des artistes et du public bolivien. Enfin, comme à l'occasion de l'écriture de cet article, en plein module intensif d'enseignement à l'ENT et séchant un peu, je l'avoue, sur la conclusion, je l'avais fait lire à Philippe Tancelin,
poète et philosophe dont je parle dans la note 23, je ne résiste pas à l'idée de conclure avec ces mots à lui, mots jetés sans trop de rédaction dans un courriel, mais qui conclut idéalement en ouvrant de vastes et néanmoins toujours mineures perspectives. Cet article n'est pas une présentation mais une mise en valeur de cet esprit d'un devenir théâtre vivant, c'est-à-dire incluant les arts de la vie, depuis l'instant quotidien jusqu'à la présence sur la scène monde. Pour ce qui concerne votre conclusion, peut-être devrait-elle bien sûr évoquer les perspectives concrètes mais aussi évoquer l'importance d'une vision utopique de la réalité pour le théâtre de la recherche. Lorsque la recherche crée son propre objet en continuelle mutation, lorsqu'elle est cette création sans fin, sans visage abouti, mais avec le visage de la métamorphose inattendue, celle de l'utopie. Il est un théâtre de l'utopie, seul théâtre vivant, théâtre de la résistance contre l'immobilisme, l'arrêt sur image de la représentation. Santa Cruz, le 2 septembre 2015. Caraïbes. Art in Action. Le théâtre en éducation à la Caraïbe comme théâtre en action. Giuseppe Soffo. Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Università de Roma, La Sapienza. 1. Le théâtre en éducation. Qu'est-ce que le théâtre en éducation ? Si la définition de ce terme est en constante évolution, pour suivre les changements des différents mouvements et des différentes méthodes désignées par ce mot, on peut sûrement indiquer des caractéristiques communes à toutes les définitions. Le théâtre en éducation est une forme hybride qui joint l'art, et en particulier les arts performatifs, à la pédagogie, pour permettre aux spectateurs de se trouver au milieu de la scène, plongés à la première personne dans le contexte qu'on veut problématiser. Les moyens, les méthodes et les destinataires de cette forme hybride d'art sont si variés, qu'essayer de trouver une définition précise, mais en même temps assez vaste pour inclure toutes ces manifestations, serait presque impossible et pas nécessairement plus utile que celle qu'on vient de donner. Pour comprendre au mieux de quoi on parle, il faut aller aux origines et admettre que le théâtre a toujours eu un rôle éducatif et d'enseignement. Richard Courtney nous dit en effet: Tribal people all over the world use dramatic dance to promote the mental health of the community, and the ancient Athenians used it for both education and therapy. Rhetoric was at the heart of medieval learning. In the Renaissance, the speaking of Latin dialogue and the staging of plays were components of the school curriculum. Madame de Maintenon, wife of Louis XIV, established a convent of Saint-Cyr where the girls improvised dialogue and conversation. They also performed plays by Racine and Corneille. Courtney in Landy 1982, PIX. Malgré tout, Courtney précise, au XIXe siècle, le théâtre à l'école se limitait à la production d'épisodiques spectacles scolaires, ibidem. Il faut donc distinguer le rôle éducatif du théâtre du mouvement du théâtre en éducation, duquel Roger Wooster nous dit: il est généralement accepté que le Thai Theatre in Education a émergé comme une forme distincte et hybride entre théâtre et éducation en 1965, avec les activités du Belgrade Theatre de Coventry. Wooster 2007 page 1. Pourquoi faut-il donc faire la distinction entre les formes de théâtre précédentes, utilisées pour l'éducation et l'enseignement, et ce type de théâtre dont Tony Jackson nous dit qu'il doit être vu comme une nouvelle forme de théâtre, Jackson in Jackson 1993 page 3. Quelle est la différence entre les deux ? C'est toujours Tony Jackson qui décrit la naissance de ce mouvement, comme réponse directe aux besoins à la fois des théâtres et des écoles, ibidem page 1, avec des objectifs plutôt clairs. Essentially Thai seeks to harness the technique and imaginative potency of theatre in the service of education. The aim is to provide an experience for children that will be intensely absorbing, challenging, even provocative, and an unrivaled stimulus for further work on the chosen subject in and out of school. Ibidem page 1. Il s'agit donc d'un théâtre qui abat le quatrième mur pour donner au spectateur un nouveau rôle, central dans la construction de la pièce, et d'un théâtre qui idéalement ne devrait pas se terminer une fois la pièce achevée, mais plutôt créer ou favoriser, dans les jours et les mois suivants, une réflexion des spectateurs à propos du sujet traité. Ces caractéristiques rendent clairement très difficile une évaluation précise des bénéfices qu'on peut en tirer, mais cela n'a pas empêché les chercheurs et les professionnels du théâtre et de l'éducation de cueillir les nombreuses opportunités qu'offre le théâtre en éducation.
Et cela grâce à une attention particulière non seulement au spectateur, mais surtout à l'enfant spectateur. Le théâtre en éducation, écrit en effet Wooster, crée une méthode qui a offert une approche à l'apprentissage dans un contexte théâtral centré sur l'enfant. Wooster 2007 page 2. C'est exactement cette focalisation sur l'enfant, sur ses besoins et ses capacités, sur ses problématiques et sa sensibilité, qui a généré un type de théâtre nouveau aux possibilités inédites. 2. Théâtre et théâtre en éducation à la Caraïbe. Le théâtre est sûrement une des formes d'art les plus diffusées et les plus développées dans la région de la Caraïbe. Comme suggéré par Judy Stone, c'est surtout dans le théâtre que les auteurs de la Caraïbe ont cherché à établir une voix régionale distinctive et authentique, Stone in Chambers 2002, page 133. Et il s'agit souvent d'un théâtre qui ne voit pas forcément la scène comme lieu du jeu, mais remplacé souvent par le yard ou par la rue des festivals populaires, le carnaval en premier. Les arts performatifs et le théâtre en particulier ont effectivement pu jouer un rôle très important dans la construction d'une identité littéraire et culturelle caribéenne, même si plusieurs îles de la Caraïbe n'ont eu, jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, et dans certains cas n'ont toujours pas aujourd'hui, des salles de théâtre adéquates aux possibilités de ce théâtre. Trinité-et-Tobago est sûrement un des pays de la Caraïbe qui a la production la plus vaste et de la plus haute qualité, comme en témoignent plusieurs auteurs de l'île. Le Saint-Lucien Derek Walcott, qui a écrit et produit ici la grande majorité de son théâtre, C.L.R. James, Errol John, Errol Hill, Tony Hall, Roll Gibbon, Earl Lovelace, Mustapha Matura, et beaucoup d'autres, et l'expérience du Trinidad Theatre Workshop, probablement la compagnie la plus représentative pour le théâtre de la Caraïbe anglophone. Comme Danny Lindersay écrit dans un article dédié à une des pièces représentées par Art in Action, la complexe composition ethnique, linguistique et culturelle de la Caraïbe offre à ces îles des possibilités inédites pour ce qui concerne les arts. Caribbean Nation represent a confluence of culture from the four corners of the earth, a unique combination of ethnicities, nationality, languages and topography. A consequence these island nation have a cultural complexities attached spawned a creative energy, and a natural ability which has produced indigenous perspective and practices in the arts that are specifically Caribbean and non-Western, gaining international recognition and replication. Lindersay 2010 page 2. Des possibilités qui ont été très bien mises à profit, surtout dans les arts performatifs, et le théâtre en particulier, qui offre un lieu symboliquement sûr, un environnement exempté des jugements et une distance esthétique pour explorer les événements qui nous causent désarroi et douleur. Lindersay 2004 page 2. Les arts performatifs sont de plus très proches de la réalité et de la vie quotidienne de ces nations. Le carnaval de Trinité-et-Tobago n'est qu'un des nombreux festivals qui rythment la vie d'un peuple dans le carnaval, Jouvet, Masquerade, Osé, Holi, Diwali, rituels qui ont traversé au moins un océan pour trouver une nouvelle voie ici, dans la Caraïbe, et surtout pour permettre aux gens qui les célèbrent de trouver leur propre voie. C'est pour cela que ce que Lindersay appelle les transformational arts peuvent ouvrir de nouvelles perspectives de compréhension et de dialogue dans ces îles, où elles sont des formes naturelles d'expression et de communication. Transformational art, are natural form of expression and communication and, in the Caribbean especially. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.